La bibliothèque du brouillard chapitre 1 Le silence de Saint-Émilion. La pluie tombait avec une régularité hypnotique sur les toits d'ardoise du petit village. Saint-Émilion, d'ordinaire si vibrant sous le soleil d'été, était maintenant plongé dans le sommeil profond de l'automne. Les rues pavées brillaient sous la lumière jaune et tremblotante des vieux lampadaires. Il n'y avait personne dehors. Seul le vent murmurait des secrets oubliés aux feuilles mortes qui dansaient sur le sol. Au cœur de ce labyrinthe de pierres anciennes, se dressait une bâtisse étroite, presque cachée entre deux boulangeries fermées depuis longtemps. C'était la bibliothèque de l'horloge. À l'intérieur, l'air était épais, chargé de l'odeur réconfortante de la poussière, de l'encre séchée et du papier jauni par les siècles. Monsieur Elia, le vieux bibliothécaire, ajusta ses lunettes à monture d'écaille sur le bout de son nez. Ses doigts, fins et ridés comme du parchemin, caressaient la couverture en cuir usé d'un livre ancien. La pièce était faiblement éclairée par un feu de cheminée qui crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les immenses étagères qui montaient jusqu'au plafond. Tic-toc, tic-toc. La grande horloge comtoise, dans le coin de la pièce, marquait le passage du temps avec une lenteur rassurante. Elia prit une gorgée de son thé à la camomille. La tasse en porcelaine était chaude entre ses mains. Il ferma les yeux un instant, écoutant le rythme de la pluie contre les grands vitraux de la bibliothèque. C'était un moment de paix absolue, un de ces moments où le monde extérieur cesse d'exister. Soudain, un bruit étrange rompit le silence parfait. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas la pluie, c'était le son distinct d'un livre qui tombe sur le plancher en bois massif. Le bruit venait de la section nord, la section des archives oubliées. Une zone que personne n'avait visitée depuis des décennies. Elia soupira doucement, posa sa tasse sur le bureau en acajou et se leva de son fauteuil en velours vert. Il prit un chandelier en laiton et se dirigea lentement vers le fond de la bibliothèque. L'obscurité semblait s'épaissir à mesure qu'il avançait dans les allées étroites. « Y a-t-il quelqu'un » demanda-t-il, sa voix résonnant faiblement contre les murs de livres. Pas de réponse. Seulement l'écho de ses propres pas. Au bout de la rangée numéro 13, il s'arrêta. Sur le sol, un livre gisait, ouvert. Il n'était pas couvert de poussière comme les autres. Ses pages étaient étrangement blanches, presque lumineuses dans la pénombre. Elia se pencha, ses articulations craquant légèrement, et ramassa l'ouvrage. Il n'y avait pas de titre sur la couverture noire. Lorsqu'il baissa les yeux sur la page ouverte, son cœur manqua un battement. Les mots n'étaient pas imprimés. Ils semblaient s'écrire d'eux-mêmes, à l'instant même où il les regardait. Une encre bleu nuit se formait sur le papier, traçant des lettres élégantes et cursives. Le gardien s'est enfin réveillé. La pluie nettoie les rues, mais elle ne peut effacer les souvenirs enfouis sous les pavés. Elia écoute attentivement. Le vieux bibliothécaire resta figé. Comment ce livre pouvait-il connaître son nom? Il leva les yeux vers les étagères sombres, cherchant une explication, une présence. Mais il était seul. Seul avec un livre qui respirait, qui pensait, et qui lui parlait. Il referma lentement l'ouvrage et le pressa contre sa poitrine. Le cuir était chaud, presque comme une peau humaine. Une sensation de vertige s'empara de lui. Pendant toutes ces années, il avait veillé sur des milliers d'histoires mortes, des récits du passé figés dans l'encre. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'histoire venait de commencer, et elle exigeait d'être lue. Elia retourna à son bureau. Le feu dans la cheminée semblait avoir gagné en intensité, projetant des éclats dorés sur les murs. Il s'assit, prit une profonde inspiration, et rouvrit le livre mystérieux. Le vent à l'extérieur se mit à hurler plus fort, comme pour accompagner la symphonie silencieuse des mots qui continuaient d'apparaître sur la page blanche. Chapitre 1er. Lut-il à voix basse, sa voix se mêlant au crépitement des flammes. La nuit où le temps a décidé de s'arrêter, et dans la tranquillité absolue de la bibliothèque de l'horloge. La véritable histoire de Saint-Émilion commença à se dévoiler. Les yeux d'Elia parcouraient les lignes qui continuaient d'apparaître sur la page blanche. L'écriture était fluide,
presque vivante. Le livre racontait une époque que le vieux bibliothécaire croyait n'être qu'une légende locale, une simple histoire pour effrayer les enfants du village les soirs d'hiver. Il y a 100 ans, disait le texte, un brouillard épais s'est levé des vignobles de Saint-Émilion. Ce n'était pas une brume naturelle. Elle sentait la terre retournée et le métal froid. Ceux qui osaient s'y aventurer perdaient la notion du temps. Les aiguilles des montres s'arrêtaient. Les cœurs battaient plus lentement. Elia frissonna. La chaleur de la cheminée semblait soudain insuffisante pour contrer le froid qui s'infiltrait sous la porte de la bibliothèque. Il resserra son châle en laine grise autour de ses épaules. La bibliothèque de l'horloge n'a pas été construite pour conserver des livres, Elia. Elle a été bâtie pour cacher une porte. Le souffle du vieil homme se bloqua dans sa gorge. Une porte? Il connaissait chaque recoin de ce bâtiment, chaque fissure dans les murs de pierre, chaque planche grinçante du plancher. Il y avait bien sûr la cave, où étaient stockées d'anciennes cartes géographiques, mais rien de plus. Descends, gardien. Les catacombes t'attendent. La clé en fer forgé, celle que tu n'as jamais utilisée, repose dans le tiroir de ton bureau. Les mots cessèrent d'apparaître. L'encre bleue se figea, brillante et humide à la lumière des flammes. Elia regarda le tiroir du bas de son lourd bureau en acajou. Il était verrouillé, et depuis 40 ans qu'il travaillait ici, il n'avait jamais ressenti le besoin de l'ouvrir. Il pensait même qu'il était condamné. Poussé par une force invisible, une curiosité mêlée d'appréhension, il glissa sa main tremblante sous le meuble. Ses doigts effleurèrent un petit mécanisme caché. Un clic sec résonna dans la pièce. Le tiroir s'ouvrit lentement. À l'intérieur, sur un lit de velours rouge fané, reposait une lourde clé noire, froide comme la glace. Chapitre 3. La descente et la lanterne à la main, Elia se tenait devant la porte de la cave. Le bois de chêne était massif, renforcé par des bandes de fer rouillé. L'odeur d'humidité et de poussière ancienne chatouillait ses narines. La pluie continuait de battre contre les fenêtres à l'étage, un son lointain qui contrastait avec le silence lourd du sous-sol. Il inséra la clé dans la serrure. Elle tourna avec une difficulté extrême, protestant avec un grincement aigu qui fit écho dans l'escalier de pierre. La porte s'ouvrit dans un gémissement plaintif. Une bouffée d'air glacé frappa le visage d'Elia. Cet air ne sentait pas seulement la cave. Il portait l'odeur minérale de la roche profonde et, étrangement, un léger parfum d'encens. Il commença sa descente. Les marches en pierre étaient usées en leur centre, témoignage silencieux des nombreux passages au fil des siècles. La lumière jaune de sa lanterne vacillait à chaque pas, repoussant l'obscurité qui semblait vouloir l'engloutir. 1, 2, 3. Il comptait les marches mentalement pour calmer les battements frénétiques de son cœur. 20, 21. L'escalier tournait en spirale, s'enfonçant toujours plus profondément sous les fondations du village. Au bout de la 50e marche, ses pieds touchèrent un sol en terre battue. Il leva sa lanterne. L'espace devant lui n'était pas une simple cave. C'était un tunnel voûté, taillé directement dans la roche calcaire. Les murs suintaient d'humidité, et des gouttes d'eau tombaient du plafond avec un rythme lent et régulier. Plip, plop, le son de l'eau résonnait infiniment dans les galeries souterraines. Elia savait que Saint-Émilion possédait le plus grand réseau de catacombes de la région. Mais il ignorait que sa propre bibliothèque y était directement connectée. Chapitre 4. La salle des murmures-cils avança prudemment. Le tunnel s'élargit soudain pour révéler une vaste salle circulaire. Elia halta de surprise. Dizaines de bougies, qu'aucune main n'avait allumées depuis des lustres, s'enflammèrent tout en même temps à son approche. Leur lueur dorée révéla la grandeur du lieu. Les murs étaient recouverts de fresques anciennes, presque effacées par le temps, représentant des figures encapuchonnées tenant des sabliers. Mais ce qui attira l'attention d'Elia, ce fut le centre de la pièce. Un piédestal en marbre noir se dressait, solitaire, soutenu par des statues de créatures ailées aux yeux fermés. Sur ce piédestal reposait un objet recouvert d'un tissu de soie pourpre. Le silence de la pièce fut rompu.
Ce n'était pas un bruit fort, mais un murmure, un chuchotement collectif qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Les voix étaient basses, douces, parlant une langue qu'Elia ne comprenait pas, mais dont la mélodie était étrangement apaisante. Il s'approcha du piédestal. Ses pas résonnaient lourdement sur les dalles de pierre. L'air autour de lui semblait vibrer d'une énergie ancienne. Il tendit la main, hésitant une seconde avant de saisir le coin du tissu pourpre. D'un geste lent, il le retira. Sous la soie se trouvait un immense sablier en cristal. Le sable à l'intérieur n'était pas ordinaire. Il scintillait d'une lueur argentée, semblable à de la poussière d'étoiles. Mais la chose la plus troublante n'était pas sa beauté. Le sable ne coulait pas vers le bas. Il s'écoulait vers le haut. Elia comprit alors la signification des mots du livre. Le temps, ici, ne fonctionnait pas comme à la surface. Il venait d'entrer dans un lieu où le passé, le présent et le futur se confondaient dans une même éternité. Chapitre 5 L'écho des Exélias resta immobile devant le piédestal pendant ce qui lui sembla être une éternité. Le murmure collectif dans la salle circulaire était devenu plus distinct, une tapisserie sonore tissée de 1000 voix oubliées. Il n'y avait plus de peur en lui, seulement une curiosité insatiable. Le sable argenté, dans sa course ascendante, dessinait des formes fuyantes à l'intérieur du cristal. Elia s'approcha, posa ses lunettes sur le nez et cligna des yeux. Ce qu'il vit n'était pas une simple illusion. « Regarde !» murmura une voix féminine et douce, semblant émerger directement du sablier. Dans le tourbillon de poussière cosmique, une image se forma. Il vit les vignobles de Saint-Émilion, mais ils étaient différents. Les vignes n'étaient pas les alignements parfaits qu'il connaissait. Elles étaient sauvages, entremêlées avec d'anciennes ruines romaines. Le brouillard n'était pas un voile gris. Il était d'un bleu luminescent, et des figures drapées de blanc marchaient entre les rangées, cueillant des grappes de raisin qui brillaient comme des étoiles. C'était le temps de la grande moisson. Continua la voix quand le ciel et la terre ne faisaient qu'un. Nous n'avions pas besoin de mesurer le temps, car il coulait en nous comme un fleuve de lumière. Elia se sentit transporté. Le froid de la cave n'existait plus. Il sentait la chaleur d'un soleil ancien, le parfum d'un vin qui n'avait jamais été bu. Il comprit que le sablier ne montrait pas le passé, mais un moment éternel, figé dans le cristal. Un frisson le parcourut à nouveau. Si ce sablier pouvait conserver une époque, pouvait-il aussi la ramener? Chapitre 6 Le gardien originel murmure cessa soudain, remplacé par un profond silence. L'encre bleue dans le livre mystérieux, qu'Elia avait pressé contre sa poitrine, recommença à couler. Elia, disait le texte, ce sablier est le cœur de la bibliothèque. Il est le gardien de l'équilibre. Mais l'équilibre est menacé. Le livre lui raconta l'histoire du premier gardien, un homme nommé Célestin. Célestin était un moine érudit, passionné par les étoiles et les anciens parchemins. Il avait découvert la porte souterraine et le sablier, et avait passé sa vie à l'étudier. Mais Célestin avait un secret. Il était hanté par la perte de son amour, une jeune femme nommée Isabella, emportée par la maladie. Il a essayé de manipuler le sablier. Lutelia, sa voix se teintant de tristesse. Il a essayé de faire couler le sable vers le bas, pour ramener le passé. Mais le sablier n'est pas un outil de désir. Il est un miroir de l'éternité. En tentant de changer le destin, Célestin a fragilisé la porte. C'est ainsi que le brouillard est né. Elia réalisa la gravité de la situation. Le brouillard dans le village n'était pas un simple phénomène météo. Il était un effet secondaire de l'ingérence de Célestin. Si le sablier n'était pas réaligné, le brouillard s'épaissirait, engouffrerait le village, le figerait dans un moment de douleur et de perte. Chapitre 7 La danse des étoiles. Le vieux bibliothécaire prit une profonde inspiration. Il savait ce qu'il devait faire. Le livre ne lui disait pas comment réaligner le sablier, mais il le sentait. L'équilibre n'était pas une question de force, mais de compréhension. Pas de résistance, Elia. Seulement de la résonance. Murmurèrent les murs. Il posa sa main sur le cristal froid.
Il ferma les yeux et essaya de vider son esprit de toutes ses pensées, de toutes ses inquiétudes. Il se concentra sur le rythme de sa propre respiration. Inspirer, expirer. Petit à petit, il commença à ressentir l'énergie du sablier. C'était une vibration subtile, une mélodie silencieuse qui semblait répondre à son propre cœur. Il ne voyait plus les images, mais il les sentait. La joie de la grande moisson, la douleur de Célestin, la beauté de l'éternité. Il n'essaya pas de diriger le sable. Il se laissa simplement porter par le flux. Il devint une partie de la danse cosmique, un instrument de musique jouant la symphonie de l'univers. Le murmure recommença, mais cette fois, il n'était plus un chuchotement collectif. C'était un chœur céleste, une harmonie divine qui remplit la salle circulaire. Elia ouvrit les yeux. Le sablier brillait d'une lumière si intense qu'il duplissait les paupières. Le sable argenté, dans sa course ascendante, était devenu plus brillant, plus fluide, plus gracieux. Il comprit que l'équilibre n'était pas la fin du brouillard, mais la fin de la douleur qu'il avait créée. Chapitre 8. Le réveil à lumière dans la salle circulaire s'estompa lentement. Les bougies s'éteignirent une à une. Le silence revint, mais ce n'était plus un silence lourd et oppressant. C'était le silence paisible d'une nuit étoilée. Elia retira sa hante du sablier. Le cristal était chaud au toucher. Le sable argenté coulait toujours vers le haut, mais il semblait plus serein, plus mesuré. Il remonta l'escalier de pierre. 20, 21. Ses pas étaient plus légers. L'obscurité de la cave n'était plus effrayante. La lanterne dans sa main ne vacillait plus. Lorsqu'il ouvrit la porte renforcée de fer rouillé, une surprise l'attendait. La pluie s'était arrêtée. La bibliothèque de l'horloge était baignée dans la lumière douce et dorée du petit matin. Le grand vitrail n'était plus gris et morne. Il était un kaléidoscope de couleurs, projetant des éclats arc-en-ciel sur les immenses étagères. Il s'assit dans son fauteuil en velours vert. Sa tasse de thé à la camomille était encore chaude. L'horloge comtoise marquait toujours le passage du temps avec sa lenteur rassurante. Tic-toc, tic-toc. Elia reprit le livre mystérieux. L'encre bleue nuit s'était figée, formant un nouveau paragraphe. Chapitre 1er. Lut-il à voix haute, sa voix se mêlant au crépitement des flammes. La nuit où le temps a décidé de recommencer. Et dans la tranquillité absolue de la bibliothèque de l'horloge, la véritable histoire de Saint-Émilion continua de se dérouler. Mais cette fois, ce n'était plus une histoire de passé et de perte. C'était une histoire de présent et de joie, une histoire éternelle, écrite dans l'encre et dans l'ombre. Chapitre 9. Le carillon de l'obel soleil montait lentement dans le ciel pâle de Saint-Émile. La lumière dorée caressait les toits encore humides de la pluie de la veille. Pour la première fois depuis des années, l'air n'était pas lourd. Il sentait la mousse fraîche, le pain chaud de la boulangerie voisine et la liberté. Elia était toujours assis à son bureau, observant les poussières qui dansaient dans les rayons de lumière traversant les vitraux. Le silence était parfait, troublé uniquement par le tic-tac éternel de l'horloge. Soudain, un son cristallin brisa la tranquillité. Drelin, drelin. La petite cloche en cuivre fixée au-dessus de la porte d'entrée venait de tinter. C'était un son si rare, si inattendu, qu'Elia crut d'abord l'avoir imaginé. La lourde porte en chêne s'ouvrit avec un léger grincement. Une jeune femme se tenait sur le seuil. Elle portait un long manteau de laine vert sapin, parsemé de minuscules gouttelettes de rosée. Ses cheveux roux, échappés d'une tresse lâche, encadraient un visage pâle aux yeux d'un gris profond, semblable à un ciel d'orage. Elle regardait autour d'elle avec une expression de fascination et d'hésitation. « Bonjour, dit-elle d'une voix douce, presque un murmure. La porte était ouverte. Elia se leva, lissant son gilet. « Bonjour, mademoiselle. La bibliothèque de l'horloge est toujours ouverte pour ceux qui parviennent à la trouver. » Chapitre 10. La boussole brisée. La jeune femme s'avança prudemment dans l'allée centrale. Ses bottes en cuir produisant un léger cliquetis sur le plancher de bois. Clac, clac, clac. Elle s'arrêta devant le grand bureau en acajou. « Je m'appelle Élise, dit-elle en retirant ses gants.
Je ne suis pas d'ici. Je suis arrivé ce matin, quand le grand brouillard s'est soudainement levé. On m'a dit que cette bibliothèque contenait les archives les plus anciennes de la région. Elia l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse ancienne qui contrastait avec sa jeunesse. Nous avons en effet beaucoup d'histoires, répondit le vieux bibliothécaire. Que cherchez-vous exactement, Élise? La jeune femme fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit objet métallique qu'elle posa délicatement sur le bureau. C'était une boussole ancienne en laiton terni. Mais le verre était fissuré, et l'aiguille à l'intérieur ne pointait pas vers le nord. Elle tournait lentement, follement, comme cherchant un point d'ancrage invisible. « Je cherche l'endroit que cette boussole indique, murmura-t-elle. Elle appartenait à mon arrière-grand-père. Il l'a ramenée de Saint-Émilion il y a près d'un siècle. Il disait toujours qu'elle ne montrait pas le nord géographique, mais le centre du temps. » Le cœur d'Elia manqua un battement. Un siècle, c'était l'époque de Célestin. L'époque où le brouillard avait commencé. Chapitre 11. Le réveil de l'encre avant qu'Elia ne puisse répondre, un léger frémissement se fit entendre sur le bureau. Le livre noir, le livre sans titre qui s'était refermé après la restauration du sablier, venait de s'ouvrir tout seul. Les pages tournèrent rapidement, produisant un son doux et sec. Élise recula d'un pas, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que... Le livre s'arrêta sur une double page parfaitement blanche. L'encre bleu nuit, lumineuse et fluide, commença à tracer de nouvelles lignes tout leurs yeux fascinés. Le sang de Célestin est revenu à la source. L'aiguille est perdue, car le temps n'a plus de nord. L'équilibre est rétabli, mais les souvenirs restent à découvrir. Montre-lui, gardien. Il y a leva les yeux vers Élise, qui tremblait légèrement. « Votre arrière-grand-père, demanda-t-il doucement, s'appelait-il Célestin ?» Une larme roula sur la joue de la jeune femme. « Oui, comment? Comment seul? Livre le sait-il ?» Elia sourit, un sourire plein d'une sagesse acquise au cours de la nuit la plus étrange de sa vie. Il comprit que sa tâche n'était pas terminée. Il n'était pas seulement le gardien d'un sablier caché dans les profondeurs. Il était le guide de ceux dont les histoires avaient été brisées par le temps. Chapitre 12. L'odeur des souvenirs ne craignait rien, dit Elia en refermant doucement le livre. Il le prit sous son bras et prit la boussole fissurée de l'autre main. L'objet était étonnamment chaud. Le monde, Élise, est bien plus mystérieux que ce que nous percevons. Venez avec moi. Je crois qu'il y a quelque chose que vous devez voir. Quelque chose que votre arrière-grand-père a voulu protéger. Il contourna le bureau et se dirigea vers la section nord, là où tout avait commencé la nuit précédente. Élise le suivit, hésitante mais irrésistiblement attirée. L'air de la bibliothèque semblait avoir changé. Il ne sentait plus seulement le papier sec, mais il s'était chargé d'une légère odeur de terre mouillée et de roses anciennes. C'était le parfum de l'histoire qui se réveillait. Ils s'arrêtèrent devant la porte du sous-sol, désormais déverrouillée. Elia alluma sa lanterne en laiton. La petite flamme vacilla, projetant des ombres longues et douces sur les murs de pierre. Le chemin est sombre, prévint Elia, sa voix résonnant doucement. Mais la lumière est au bout. Prête? Élise regarda la porte ouverte, puis le vieux bibliothécaire. Elle hocha la tête, essuyant sa larme du revers de la main. « Je suis prête. » Et ensemble, ils entamèrent la lente descente vers la salle des murmures, là où le sable argenté continuait sa danse silencieuse vers l'éternité. Livre le sait-il? Elia sourit, un sourire plein d'une sagesse acquise au cours de la nuit la plus étrange de sa vie. Il comprit que sa tâche n'était pas terminée. Il n'était pas seulement le gardien d'un sablier caché dans les profondeurs. Il était le guide de ceux dont les histoires avaient été brisées par le temps. Chapitre 12. L'odeur des souvenirs ne craignait rien, dit Elia en refermant doucement le livre. Il le prit sous son bras et prit la boussole fissurée de l'autre main. L'objet était étonnamment chaud. Le monde, Élise, est bien plus mystérieux que ce que nous percevons. Venez avec moi. Je crois qu'il y a quelque chose que vous devez voir. Quelque chose que votre arrière-grand-père a voulu protéger.
Il contourna le bureau et se dirigea vers la section nord, là où tout avait commencé la nuit précédente. Élise le suivit, hésitante mais irrésistiblement attirée. L'air de la bibliothèque semblait avoir changé. Il ne sentait plus seulement le papier sec, mais il s'était chargé d'une légère odeur de terre mouillée et de roses anciennes. C'était le parfum de l'histoire qui se réveillait. Ils s'arrêtèrent devant la porte du sous-sol, désormais déverrouillée. Ilia alluma sa lanterne en laiton. La petite flamme vacilla, projetant des ombres longues et douces sur les murs de pierre. Le chemin est sombre, prévint Ilia, sa voix résonnant doucement. Mais la lumière est au bout. Prête? Élise regarda la porte ouverte, puis le vieux bibliothécaire. Elle hocha la tête, essuyant sa larme du revers de la main. « Je suis prête. » Et ensemble, ils entamèrent la lente descente vers la salle des murmures, là où le sable argenté continuait sa danse silencieuse vers l'éternité. « Grâce à vous, Élise, » sourit le vieux bibliothécaire. « Vous avez ramené cette boussole là où elle devait être. L'équilibre n'est plus seulement dans le sablier, il est dans le cœur de votre famille. » Elle prit la boussole et la glissa dans sa poche. Elle se sentait incroyablement légère, comme si un poids d'un siècle venait de s'envoler de ses épaules. « Devons-nous rester ici pour veiller sur lui ?» demanda-t-elle en regardant le sablier lumineux. Elia secoua doucement la tête. Le sablier n'a plus besoin d'être manipulé. Il a seulement besoin qu'on se souvienne de lui avec respect, et non avec regret. Remontons. J'ai un vieux thé à la camomille qui nous attend, et je crois que le soleil brille très fort aujourd'hui. Ensemble. Ils tournèrent le dos au piédestal, laissant le murmure paisible des âges derrière eux. Ils entamèrent la montée, pas à pas, vers la lumière, vers la vie, vers le chant matinal de Saint-Émilion. Chapitre 17. Le retour à la lumière. La remontée fut plus légère que la descente. L'escalier de pierre ne semblait plus être un tunnel vers les ténèbres, mais un chemin vers le ciel. La lueur de la lanterne d'Elia dansait joyeusement sur les murs. 50, 49, 48. Élise comptait les marches à voix basse, comme pour se rassurer que tout cela était bien réel. Lorsqu'ils franchirent enfin la lourde porte en chêne, Elia la referma derrière eux. Le mécanisme de fer rouillé émit un clic lourd et définitif. Ce n'était pas le son d'une prison qui se ferme, mais celui d'un secret qui repose enfin en paix. Ilia tourna la clé noire, l'enleva de la serrure et la glissa dans la poche de son gilet. La bibliothèque les accueillit avec sa chaleur familière. L'odeur d'encre séchée, de vieux cuir et de poussière réconfortante enveloppa Élise comme une couverture douce. Le soleil était maintenant haut dans le ciel. Ses rayons traversaient les immenses vitraux, peignant le plancher de bois de 1000 flaques de couleur rouge rubis, bleu saphir, jaune topaze. Saint-Émile y s'était réveillé. À travers les fenêtres, on pouvait entendre, étouffé par l'épaisseur des murs, le bruit lointain d'une charrette sur les pavés et le rire cristallin d'un enfant jouant dans la rue. Le brouillard n'était plus qu'un lointain souvenir. Chapitre 18. Le thé et les promesses. Elia se dirigea vers son bureau en acajou. La bouilloire en fonte, posée sur le petit poêle à bois dans le coin de la pièce, commençait tout juste à siffler doucement. SS. Il prit 2 tasses en porcelaine fine, ornées de motifs de lierre, et y versa l'eau frémissante sur les feuilles de camomille. Glou, glou, glou. Le parfum floral et apaisant de l'infusion emplit immédiatement l'air. « Asseyez-vous. » Élise, dit-il en lui tendant une tasse fumante. La jeune femme s'installa dans le grand fauteuil en cuir en face du bureau. Elle prit la tasse à 2 mains, laissant la chaleur infuser ses doigts engourdis par le froid de la cave. Elle prit une petite gorgée. C'était délicieux, avec un léger goût de miel et de soleil. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, son regard gris fixé sur la surface dorée de son thé. « Rien de surnaturel, je l'espère, » répondit Elia avec un petit rire chaleureux. « Les livres vont continuer à dormir sur leurs étagères. L'horloge va continuer à battre. Et les habitants de Saint-Émilion vont continuer à vivre sans savoir que le temps lui-même a failli s'arrêter sous leurs pieds. » Il posa sa tasse et regarda Élise avec bienveillance. «
Et vous, Élise? Votre boussole est apaisée. Votre voyage est terminé. Chapitre 19. Le nouveau chapitre. Élise resta silencieuse un long moment. Elle regarda les rangées infinies de livres qui s'élevaient jusqu'au plafond. Elle regarda la boussole fissurée, posée à côté de la tasse de thé. Puis, son regard se posa sur le livre noir, le livre magique, qui reposait désormais fermé sur le bureau. « Je ne crois pas que mon voyage soit terminé, murmura-t-elle. Je crois qu'il vient de commencer. Elle leva les yeux vers le vieux bibliothécaire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'histoires ici, dames histoires oubliées. J'aimerais, si vous l'acceptez, j'aimerais vous aider à les lire, à les classer, à les comprendre. Les yeux d'Elia brillèrent d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. La solitude de la bibliothèque de l'horloge avait été son fardeau, mais aujourd'hui, elle n'avait plus lieu d'être. Il posa sa main ridée sur la couverture du livre noir. Sans un bruit, le livre s'ouvrit de lui-même. Les pages n'étaient plus remplies d'avertissements en encre bleu nuit. Elles étaient parfaitement vierges, blanches, prêtes à accueillir une nouvelle histoire, écrite non pas par la magie, mais par la vie elle-même. J'en serais honoré. Élise, répondit Elia d'une voix douce. Il y a un tabouret de lecture très confortable dans la section sud. Et je crois que nous avons assez de thé pour l'hiver entier. Chapitre 20. L'épilogue du vent d'où le soleil poursuivit sa course dans le ciel de Saint-Émilion. Les ombres s'allongèrent doucement dans la bibliothèque, invitant la fin de l'après-midi. Le feu dans la cheminée crépitait avec une régularité berçante. Crac, pch. Élise était assise dans la section sud. Un vieux volume de poésie sur les genoux, tournant les pages avec une lenteur respectueuse. Elia, à son bureau, notait des inventaires avec une plume d'oie, le grattement sur le papier créant une mélodie douce et familière. Scratch, scratch. L'air était d'une paix absolue. Les fantômes du passé avaient trouvé le repos, et les vivants avaient trouvé leur place. Dans le coin de la pièce, la grande horloge comtoise continuait son travail éternel. Tic-toc, tic-toc. Le temps ne s'écoulait plus vers le haut. Il ne fuyait plus vers le passé. Il avançait simplement, serein, précieux et libre. La bibliothèque de l'horloge n'était plus un tombeau de secrets. Elle était redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, un refuge pour les âmes et une maison pour les mots. La pluie recommença à tomber à l'extérieur, une petite pluie d'automne, fine et joyeuse. Mais cette fois, personne ne s'en soucia, car à l'intérieur, il y avait de la lumière, il y avait de l'amitié, et il y avait tout le temps du monde. Tic-toc, tic-toc, fin. Chapitre 21. La première neigeule semaines passèrent avec la douceur d'une plume tombant sur le sol. L'automne flamboyant de Saint-Émilion céda doucement sa place à l'étreinte glacée de l'hiver. À l'extérieur de la bibliothèque de l'horloge, le monde s'était endormi sous un épais manteau blanc. C'était le matin de la première vraie tempête de neige. Les flocons, gros comme des pièces de monnaie, venaient frapper doucement contre les hauts vitraux colorés. Tap, tap, tap. Un son feutré infiniment apaisant qui isolait encore plus la bibliothèque du reste du monde. Élise avait trouvé son rythme. Elle portait désormais un gros pull en laine torsadé de couleur crème, et ses cheveux roux étaient souvent attachés en un chignon désordonné, retenu par un vieux crayon à papier. Elle passait ses journées à déchiffrer des manuscrits oubliés, ses doigts effleurant les parchemins avec une délicatesse infinie. Elia, quant à lui, semblait avoir rajeuni de 10 ans. La présence de la jeune femme avait chassé les ombres solitaires de la bâtisse. Le poêle à bois ronronnait joyeusement dans son coin, dégageant une douce odeur de sève de pin et de cannelle. Crac, plouf. Une bûche venait de s'effondrer dans l'âtre, envoyant une volée d'étincelles dorées voler derrière la grille en phare forgé. Il y a une section. Tout en haut de l'allée est, dit Élise en levant les yeux d'un vieux grimoire de botanique. L'étagère semble étrange, comme si elle refusait d'être cataloguée. Ilia leva les yeux de ses lunettes en demi-lune. Un petit sourire curieux étira ses lèvres. Ah, dit-il doucement, l'allée des vents d'hiver.
Je me demandais quand elle se révélerait à vous. Chapitre 22. L'échelle de cèdre. Élise se leva, lissant son pull. Elle marcha jusqu'à la lourde échelle coulissante en bois de cèdre qui s'appuyait contre les étagères de l'allée. L'odeur du cèdre, boisée et ancienne, flottait dans l'air froid de cette partie de la pièce. Elle posa le pied sur le premier barreau. Crrrc. Le bois protesta légèrement sous son poids. Elle monta lentement, un barreau après l'autre, s'élevant vers le plafond voûté plongé dans la pénombre. 5, 6, septembre. Plus elle montait, plus l'air devenait vif. Son souffle formait maintenant de petits nuages blancs de condensation. Arrivée au sommet, elle s'arrêta. L'étagère devant elle n'était pas couverte de poussière comme les autres. Elle était recouverte d'une fine couche de givre scintillant. Au milieu de cette étagère glacée, un seul livre reposait. Il n'était pas en cuir noir ou marron. Il était relié d'un velours blanc immaculé, ses coins renforcés d'argent pur. Élise hésita une seconde, puis tendit la main. Dès que ses doigts frôlèrent la couverture, un frisson glacial parcourut son bras, mais ce n'était pas désagréable. C'était un froid pur, net, comme l'air pur du sommet d'une montagne. Elle tira le livre à elle. Il était lourd, étrangement lourd pour sa taille. Je l'ai, chuchota-t-elle. Sa voix résonnant faiblement dans la hauteur de la bibliothèque, elle redescendit prudemment, tenant l'ouvrage blanc contre sa poitrine. Lorsqu'elle le posa sur le bureau en acajou d'Elia, une fine brume de froid s'échappa de la reliure, s'écoulant sur le bois poli comme de la glace carbonique. Chapitre 23. Le livre de givre. Elia s'approcha, fasciné. Il n'avait jamais vu ce livre s'activer ainsi. Le livre de givre, murmura-t-il avec respect. Il ne se réveille que lorsque la neige recouvre entièrement le village. Il contient les histoires de ceux qui ont marché dans le froid éternel. Élise prit une grande inspiration, s'assit et ouvrit lentement la première page. Screech. Le son du papier était sec et cassant, semblable au bruit de pas sur une neige gelée. Contrairement au livre noir de Célestin, l'encre n'apparaissait pas par magie. Les pages étaient constituées de fines plaques de cristal, et les mots semblaient y être gravés de l'intérieur. Pour les lire, il fallait incliner le livre vers la lumière du feu. Lisez, Élise, l'encouragea Elia en s'installant dans son fauteuil. Laissez la glace nous raconter son histoire. Élise plissa les yeux, suivant les lignes argentées qui scintillaient sous la lumière vacillante des flammes. Je m'appelle Mathias. Lut-elle, sa voix claire se mêlant au sifflement du vent contre les fenêtres. Je suis né dans la chaleur étouffante des fours de Murano, à Venise. Mais c'est dans le froid mordant de Saint-Émilion que j'ai trouvé mon chef-d'œuvre. C'est moi qui ai soufflé le verre du sablier d'argent. Elia se figea. Le créateur du sablier magique. Ils allaient enfin découvrir comment cet objet impossible avait vu le jour. Chapitre 24. Le souffle de Murano. La voix d'Élise se fit plus douce, presque hypnotique, alors qu'elle lisait le récit de Mathias. Le froid du livre semblait s'étendre dans la pièce, mais la chaleur du poêle à bois créait un équilibre parfait, une bulle de confort absolu. Venise était une ville de feu et d'eau. Continuait le texte gravé dans le cristal. Je passais mes nuits et mes jours devant les fours rugissants. Le son des flammes était mon seul compagnon. Vrrr. Élise pouvait presque entendre le grondement lourd des fours vénitiens à travers les mots. J'utilisais la longue canne d'acier. Je cueillais la pâte de verre incandescente, brillante comme un petit soleil au bout de mon outil. Rouge, orange, jaune aveuglant. Je soufflais avec douceur. Une respiration lente et contrôlée. Il fallait donner de son âme pour que le verre prenne vie. Élise prit une profonde inspiration, imitant involontairement le souffleur de verre. Mais les nobles de Venise ne voulaient que des verres à vin ornés et des lustres somptueux. Mon cœur cherchait autre chose. Je voulais emprisonner un concept. Je voulais fabriquer un récipient capable de contenir non pas du liquide, mais une force. Une nuit, un moine encapuchonné, venu de France, est entré dans mon atelier. Son nom était Célestin. Chapitre 25. L'alliance du feu et de la pierre. Élise tourna la page de cristal avec précaution. Cling.
Un doux son de carillon résonna. Célestin m'a parlé d'une cave profonde sous une bibliothèque. Il m'a parlé d'un sable argenté qui ne tombait pas, mais qui s'élevait. Il m'a demandé de fabriquer le seul réceptacle capable de supporter une telle magie. Un sablier qui ne se briserait pas sous la pression de l'éternité. Le récit plongeait Élise et Elia dans l'atelier en fumée de Venise. Ils imaginaient Massias travaillant jour et nuit, essayant de trouver la formule parfaite. L'or fondait, le plomb cédait. Seul le sable le plus pur, mêlé à de la poussière de météorite que Célestin avait apportée, commença à réagir. Le moment de la création fut terrifiant. Lorsque j'ai soufflé le bulbe supérieur, le verre n'était pas transparent. Il était bleu nuit. Il a fallu que je plonge la sphère brûlante dans une cuve d'eau glacée pour figer la forme. Pshèche. Le son de l'eau vaporisée par la chaleur extrême sembla siffler aux oreilles d'Élise. Le verre n'a pas éclaté. Il a chanté. Un murmure aigu et continu. J'avais réussi. J'avais créé le cœur de Saint-Émilion. Mais le prix fut lourd. En figeant ce sablier, le froid de l'eau s'est transféré dans mes os. J'ai quitté Venise avec Célestin, cherchant un refuge dans la pierre humide de sa bibliothèque. Et c'est ici, dans le froid silencieux, que je repose. Élise s'arrêta de lire. Le feu de cheminée craquait toujours, mais l'histoire de Massias avait laissé une empreinte solennelle dans la pièce. Elle regarda Elia. Le vieux bibliothécaire avait les yeux fermés, un air de profonde gratitude sur le visage. L'histoire de leur bibliothèque s'enrichissait, couche après couche, comme la neige qui continuait de s'accumuler doucement dehors. Arika. Elvan bilbuyavat empoyu koruma karika bir sonus veresek. Ikayenin kamefsimin budingin, bus vavat contre nadaya atmoïs de rintiri. Kamusta masia nikayezini au kuduktan sonra, kutufan de nimberacte bea kabirizi bulakakla. Bubelumler de kamselri, rusgaruul tuzu veuve mincest relarn planda olakak. Buda eleven lapsus inef selte veuve duraxama yetneklorini arikabir ekil dorteya sescarakakter. Klekayenin de vam. 26 Dan 30 à Kadar au Lambellumlé la bibliothèque du brouillard, livre 2e de Vam chapitre 26, le silence blanc dehors. La tempête de neige redoublait d'intensité. Le vent du nord s'était levé, soufflant en rafales puissantes qui faisaient gémir les vieilles poutres de la bibliothèque. Fouillis, fouillis. Mais à l'intérieur, c'était un véritable sanctuaire. Le contraste entre la fureur blanche de l'extérieur et la chaleur dorée de l'intérieur créait un sentiment de paix absolue. Élise ferma doucement le livre de givre. Clac. La brume froide qui s'en échappait se dissipa lentement dans l'air chaud de la pièce. Elia se leva de son fauteuil, ses genoux craquant légèrement. Il s'approcha du poêle à bois et y ajouta une petite bûche de chêne. Le froid a une mémoire, Élise, dit-il en regardant les flammes danser. Massias a emprisonné le temps dans le verre, mais il a aussi laissé une part de lui-même dans cette bibliothèque. Je me suis toujours demandé pourquoi la Lénore était toujours si froide, même en plein été. Élise frissonna, s'enveloppant un peu plus dans son pull en laine. Vous pensez qu'il y a autre chose cachée ici? Autre chose que le livre? Chapitre 27 L'ombre sur le vitrail. Vieux bibliothécaire hocha lentement la tête. Il prit sa lanterne en laiton. Venez. La neige a le pouvoir de révéler ce que le soleil cache. Ils marchèrent tous les deux vers le grand vitrail nord. D'ordinaire, cette fenêtre était sombre, car elle donnait sur une ruelle étroite et ombragée. Mais aujourd'hui, la neige accumulée sur les toits et le sol agissait comme un immense miroir, reflétant une lumière blanche, pure et laiteuse directement à travers les verres colorés. Crac, crac. Leurs pas résonnaient doucement sur le vieux plancher de chêne. Arrivée devant le vitrail, Élise remarqua quelque chose d'inhabituel. La lumière blanche de la neige traversait les morceaux de verre bleu et argenté, projetant un motif précis sur les lattes de bois au sol. Ce n'était pas une simple flaque de couleur. C'était la forme exacte d'une étoile à 8 branches. Regardez, chuchota-t-elle en pointant du doigt le centre de l'étoile lumineuse.
L'étoile ne tombait pas sur le sol lisse, mais exactement sur une petite latte de bois légèrement surélevée, cachée sous la base de la grande étagère. Chapitre 28. Les larmes de cristal. Elias s'agenouilla avec une agilité surprenante pour son âge. Il posa la lanterne sur le sol. Avec ses doigts fins, il appuya doucement sur la latte illuminée par l'étoile bleue. Clic. Un petit mécanisme à ressort, vieux de plusieurs siècles, se déclencha. La latte se souleva, révélant une petite cavité secrète dans le plancher. À l'intérieur, reposait un coffret en bois de rose, recouvert d'une fine couche de velours gris. Ilia le sortit avec une précaution infinie et le tendit à Élise. « Ouvrez-le, murmura-t-il. Élise souleva le couvercle. Skiik. Les petites charnières en laiton chantèrent doucement. À l'intérieur du coffret, reposant sur un lit de soie blanche, se trouvaient des dizaines de fines baguettes de verre. Elles étaient incroyablement fines, presque comme des aiguilles de glace, certaines transparentes, d'autres teintées d'un bleu d'hiver profond. Ce sont des carillons, comprit Élise, émerveillée par la délicatesse de l'artisanat. Les larmes de Macias. Chaque morceau de verre avait un petit trou à son extrémité, traversé par un fil d'argent fin comme un cheveu. Chapitre 29. La mélodie du blizzard. Il y a un petit crochet au-dessus de la porte d'entrée, se souvint Ilia. Un endroit où le vent s'infiltre toujours un peu. Malgré les lourds rideaux, ils se dirigèrent vers l'entrée de la bibliothèque. Élise, se hissant sur la pointe des pieds, accrocha doucement le carillon de verre au crochet métallique. Elle recula d'un pas et attendit. Le vent souffla plus fort dehors. Une infime brise glacée réussit à se faufiler sous la lourde porte en chêne. Elle caressa les baguettes de verre suspendues. Ting, tiling, ting. Le son était magique. Ce n'était pas un bruit métallique ou discordant. C'était une note cristalline, pure et parfaite. Les larmes de Macias chantaient avec le vent. Le son se répercuta dans toute la bibliothèque, s'harmonisant avec le tic-tac grave de l'horloge comtoise et le crépitement chaleureux du feu. Tic-toc, ting, tiling, crac, pch. C'était une symphonie hivernale. Une conversation entre le bois, le feu, le verre et le vent. Élise ferma les yeux, se laissant bercer par cette musique oubliée depuis des siècles. Le froid de Venise et la solitude du souffleur de verre s'étaient transformés en une berceuse d'une beauté infinie. Chapitre 30. Le ciel lavé. Ils restèrent là, silencieux, écoutant le carillon pendant ce qui sembla être des heures. Lentement, la fureur du vent à l'extérieur commença à s'apaiser. Le hurlement de la tempête se transforma en un murmure, puis s'éteignit complètement. Ting! Le carillon émit une dernière note, douce et étirée, avant de s'immobiliser. Élise ouvrit les yeux. La bibliothèque était plongée dans un silence cotonneux, celui qui suit toujours les grandes chutes de neige. À travers le grand vitrail, le ciel s'était dégagé. Les nuages gris avaient disparu, laissant place à une nuit d'une clarté absolue. Milliers d'étoiles brillaient comme des diamants sur le velours noir du ciel, leur lumière se reflétant sur la neige immaculée qui recouvrait Saint-Émilion. Elia posa une main paternelle sur l'épaule d'Élise. « La tempête est passée, dit-il avec un sourire paisible. Macias a chanté sa chanson. La bibliothèque est en paix. Et je crois, mon enfant, qu'il est grand temps pour nous de nous reposer. » Ils s'éloignèrent de la porte, laissant les étoiles veiller sur la bibliothèque de l'horloge. Un refuge éternel endormi sous la neige. Chapitre 31. L'aube de cristal. Lendemain matin. Saint-Émilion s'éveilla sous un ciel d'un bleu absolu, lavé de tous ses nuages. La lumière du soleil, reflétée par l'épaisse couche de neige immaculée, entrait à flot dans la bibliothèque de l'horloge. La pièce entière semblait briller de l'intérieur. Élise fut la première réveillée. Elle avait dormi sur le petit canapé de velours bordeaux dans l'alcôve sud, enveloppée dans une lourde couverture de laine. Elle s'étira lentement, écoutant le silence profond et ouaté que seule la neige abondante peut créer. Elle se dirigea vers le petit coin cuisine caché derrière les étagères d'histoire ancienne.
Ce matin, elle avait envie de quelque chose de plus fort que la camomille. Elle prit le vieux moulin à café manuel en bois et en fonte. Elle y versa une poignée de grains de café sombres et brillants. Crac, crac, crac. Le bruit de la manivelle tournant était lent et rythmé. L'air se chargea immédiatement d'une odeur riche, torréfiée et réconfortante. Elle fit chauffer l'eau sur le petit poêle qui avait doucement couvé toute la nuit. Psh! L'eau bouillante rencontra le café moulu, libérant un nuage de vapeur parfumée. Élise versa 2 tasses fumantes et apporta la plus grande sur le bureau d'Elia. Le vieux bibliothécaire dormait encore dans son fauteuil, la tête reposant sur sa main. Chapitre 32 Le rayon reflétélique-odeur du café fit lentement ouvrir les yeux d'Elia. Il cligna des paupières, ébloui par la clarté inhabituelle de la pièce. « Bonjour. Élise, dit-il d'une voix rauque par le sommeil. Quelle lumière magnifique ce matin. Le monde entier est blanc, sourit la jeune femme en s'asseyant en face de lui, alors qu'ils buvaient leur café en silence. Savourant la chaleur de la tasse entre leurs mains, Élise remarqua un phénomène curieux. À cause de l'épaisseur de la neige à l'extérieur, les rayons du soleil frappaient le grand vitrail sous un angle inédit. La lumière rebondissait sur le manteau blanc et montait vers le plafond de la bibliothèque. Un rayon précis, teinté d'or par un morceau de verre jaune, illuminait le sommet d'une des poutres maîtresses en chêne. Juste au-dessus du bureau, Elia, regardez, murmura Élise en levant les yeux. Là, baignée dans ce rayon de lumière dorée, se trouvait une petite boîte en bois incrustée de nacre, posée sur une fine corniche que personne n'aurait pu remarquer dans la pénombre habituelle. Chapitre 33 L'encre d'Aurélia se leva, prit le petit escabeau à 2 marches et atteignit délicatement la boîte. Il souffla une fine couche de poussière. Pff. Il posa l'objet sur le bureau. La boîte n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit avec un léger soupir. À l'intérieur, reposant sur un coussinet de velours bleu nuit, se trouvait un ensemble d'écritures d'une beauté époustouflante. Il y avait une longue plume d'oie, dont le bout était trempé dans l'argent, et un petit flacon de verre contenant une encre étrange, épaisse, qui semblait briller d'une lumière propre, de l'encre d'or. Elia regarda la plume, puis le flacon, et enfin Élise. Ses yeux pétillaient d'une compréhension douce. La bibliothèque ne garde pas seulement les histoires du passé, Élise, dit-il lentement. Parfois, elle offre les outils pour écrire celles de l'avenir. Il prit délicatement la plume et la tendit à la jeune femme. Célestin a fermé la porte. Mathias a emprisonné le temps. Moi, j'ai veillé sur le silence. Mais vous avez ramené la musique et la paix. Il est temps que cette bibliothèque ait une nouvelle voix. Chapitre 34 L'héritage Élise prit la plume. Le contact de l'argent frais contre ses doigts lui donna un frisson de certitude. Elle n'était plus une étrangère cherchant des réponses. Elle était Élise, gardienne de la bibliothèque de l'horloge. Elle prit un grand cahier vierge relié en cuir brut, qui traînait sur le bord du bureau, et l'ouvrit à la première page. Elle dévissa le bouchon du flacon d'encre d'or. Squeak. Elle trempa la pointe de la plume. L'encre épaisse adhéra au métal avec un léger plop. Elle prit une profonde inspiration, regarda la lumière du soleil qui inondait la pièce, écouta le tic-toc rassurant de l'horloge, et posa la plume sur le papier. Scratch, scratch, scratch. Le son de l'écriture était doux, semblable au chuchotement d'une promesse. Les mots dorés apparaissaient sur la page blanche, brillant doucement à la lumière du matin. Il était une fois, dans un village où le temps s'était endormi, une porte qui ne demandait qu'à être ouverte. Le carillon de verre de Mathias, accroché près de la porte, tinta doucement, caressé par un léger courant d'air tiède. Ting! L'hiver serait long, silencieux et magnifique. La bibliothèque du brouillard avait trouvé sa lumière, et dans ce coin oublié du monde, la paix était enfin devenue éternelle. Fin du livre 2e. Chapitre 35 Le parfum de la térole mois d'hiver s'écoulèrent au rythme régulier de la plume d'or sur le papier. Élise écrivait chaque matin,
Sous ses doigts, l'encre lumineuse racontait les histoires non pas de ceux qui étaient passés par la bibliothèque, mais de la bibliothèque elle-même, à mesure que les pages se remplissaient. Une étrange transformation commença à s'opérer dans l'air. Le froid sec de février laissa place à une humidité douce et familière. Un matin, alors qu'Elia classait de vieux parchemins maritimes, il s'arrêta, humant l'air. Sniff. Ce n'était pas l'odeur du vieux cuir ou de la poussière. C'était le parfum riche et profond de la terre mouillée après une pluie d'été, le pétrichor. Pourtant, les fenêtres étaient fermées et la neige recouvrait encore les rues de Saint-Émile. « Sentez-vous cela, Élise » demanda-t-il en baissant ses lunettes. Élise leva le nez de son cahier. « Oui, ça sent la mousse fraîche. Et les feuilles vertes. Mais d'où cela peut-il bien venir ?» L'odeur semblait provenir du fond de l'allée ouest, la section dédiée aux anciens traités de botanique et d'herboristerie, une zone où les étagères étaient si serrées qu'elles formaient presque un mur de bois massif. Chapitre 36 Le mur de lierre guidé par ce parfum envoûtant. Élise et Elia s'engouffrèrent dans l'allée ouest. Plus ils avançaient, plus l'air devenait tiède. Floc, floc. Leurs pas semblaient soudain étouffés, comme s'ils ne marchaient plus sur du plancher, mais sur un sol plus meuble. Au bout de la rangée, ils firent face à un grand panneau de chêne sculpté. D'ordinaire, ce panneau était nu, marquant la fin du bâtiment. Mais aujourd'hui, il était recouvert d'un réseau dense de lierre sec et gris. Pendant qu'ils l'observaient, un craquement doux se fit entendre. Crac! Sous leurs yeux ébahis, le lierre sec commença à frémir. Une couleur verte, vibrante et lumineuse, rampa le long des tiges mortes. De petites feuilles tendres se déployèrent les unes après les autres. Psh! Le bruit délicat du feuillage qui s'étire remplit l'espace. Élise tendit la main et toucha doucement une des feuilles d'un vert éclatant. Elle était douce et fraîche. En écartant doucement les lianes végétales, elle sentit un interstice dans le bois. Ce n'était pas un mur. C'était une double porte, dissimulée depuis des siècles. La serre des mots, murmura Elia, la voix tremblante d'une joie enfantine. Je pensais que ce n'était qu'un mythe mentionné dans les marges d'un livre d'horticulture du XVIe siècle. Chapitre 37 L'atrium oublie Élise poussa les battants de bois. Skiik. Les gonds rouillés par le temps mais lubrifiés par la sève nouvelle cédèrent avec un gémissement plaintif. Une lumière douce et verte les enveloppa. Ils venaient de pénétrer dans un immense atrium intérieur, coiffé d'une verrière en fer forgé et en verre dépoli. La neige qui fondait sur le toit de verre laissait filtrer une clarté presque irréelle. Plip, plop, plip. L'eau de la fonte des neiges s'infiltrait doucement par endroits, tombant goutte à goutte dans des bassins de pierre recouverts de mousse. Le sol ici n'était pas en bois, mais en terre riche et sombre. Dames fougères géantes aux frondes délicates s'inclinaient sous leur propre poids. Dames lianes aux fleurs pâles pendaient des balcons supérieurs en fer forgé. L'air était saturé d'oxygène pur et du parfum sucré de fleurs qui n'existaient plus dans le monde extérieur. C'était un jardin secret, nourri non pas par le soleil, mais par la concentration même du savoir et des histoires conservées de l'autre côté de la porte. Chapitre 38 L'arbre parcheminot, centre exact de cet atrium, se dressait un arbre majestueux. Son tronc, d'un blanc argenté, rappelait la texture du bouleau, mais il était lisse comme du marbre. Ses branches s'étiraient vers la verrière comme des bras cherchant la lumière. Élise s'en approcha lentement. Crerc, crerc. Ses pas écrasaient doucement quelques brindilles sur le sol meuble. Lorsqu'elle fut assez près, elle retint un cri de surprise. Les feuilles de cet arbre n'étaient pas faites de chlorophylle. Elles étaient de fines feuilles de papier végétal, pâles et translucides, ressemblant à du parchemin très fin. Les nervures des feuilles formaient des lettres, des mots, des phrases dans des langues anciennes et oubliées. Un léger vent chaud souffla dans l'atrium, faisant frissonner les branches. Chèche. Le frottement des feuilles de parchemin ne produisait pas le son habituel d'un feuillage. Il produisait le son de milliers de pages qu'on tourne en même temps. C'était un chuchotement, une rumeur douce et apaisante. L'arbre lisait ses propres histoires au vent.
Élise ferma les yeux, baignée par cette symphonie de papier et de sève. Elle comprit alors que l'encre d'or qu'elle utilisait n'était pas magique en soi. Elle était la sève de cet arbre, un lien vivant entre la nature et les mots. Il est magnifique, souffla-t-elle. Il attendait quelqu'un pour écrire sa suite, répondit Elia en souriant. Il vous attendait, Élise. Le jardin s'est réveillé parce que le cœur de la bibliothèque bat à nouveau. Chapitre 39 Le puits d'encre. Élise s'agenouilla au pied de l'arbre parchemin. Les racines d'argent pur s'enfonçaient profondément dans la terre sombre. Mais certaines d'entre elles serpentaient à la surface pour s'enlacer autour d'un petit puits circulaire en pierre de taille. La margelle du puits était usée et couverte d'une mousse étoilée très douce. Élise se pencha pour regarder à l'intérieur. L'eau n'y était pas claire. Elle était d'un noir profond, lisse comme un miroir d'obsidienne, reflétant la lumière verte de la verrière. Blue, blue. De petites bulles remontaient de temps à autre à la surface, éclatant avec un son rond et liquide. Élise réalisa que ce n'était pas de l'eau ordinaire. L'odeur qui s'en dégageait était celle de l'encre fraîche, mêlée à l'arôme des feuilles de thé noir et de la pluie. C'était la source primaire, l'encre de la terre elle-même. Célestin savait-il que cet endroit existait? Murmura-t-elle sans quitter le puits des yeux. Célestin cherchait à contrôler le temps, répondit doucement Elia en s'approchant. Ce jardin ne se contrôle pas. Il s'écoute. Il ne se révèle qu'à ceux qui cherchent à comprendre l'histoire, pas à la réécrire. Chapitre 40 La fleur de silence quelques pas du puits. Près d'une grande fougère, Elia remarqua une petite tige courbée. À son extrémité, un bourgeon d'un bleu pâle, presque translucide, palpitait très légèrement. « Venez voir, chuchota-t-il pour ne pas briser la tranquillité du lieu. Élise s'approcha, retenant son souffle. Le bourgeon semblait réagir à leur présence. Les pétales tremblèrent. Pff. Avec un son infiniment doux, pareil à un soupir, la fleur s'ouvrit d'un seul coup. Mais elle ne relâcha aucun pollen. À la place, une fine brume lumineuse s'en échappa. En regardant de plus près, Élise vit que cette brume était composée de minuscules lettres flottantes, des caractères d'alphabet oubliés qui tournoyaient dans l'air tiède avant de se dissoudre doucement comme de la poussière d'étoiles. La fleur de silence, dit Elia, les yeux brillants. Elle absorbe les mots qui n'ont jamais été prononcés par peur ou par tristesse, et elle les rend à l'air sous forme de beauté pure. C'est elle qui purifie l'air de la bibliothèque. Élise sentit une immense vague d'émotion la submerger. Cet endroit réparait les cœurs invisibles du monde. Chapitre 41 La racine et la plume. Élise se souvint de la plume d'oie trempée d'argent qu'elle avait laissée sur le bureau. Sans un mot, elle fit demi-tour, traversa la porte de lierre, et revint quelques instants plus tard avec son précieux outil et son cahier de cuir. Elle s'assit en tailleur sur la terre meuble, juste à côté du puits noir. Elle dévissa son flacon d'encre d'or, mais hésita. Elle regarda l'encre noire et vivante dans le puits, puis les racines argentées de l'arbre parchemin. Plitch, d'un geste lent. Elle plongea la pointe argentée de sa plume non pas dans son flacon, mais directement dans l'eau sombre du puits. Dès que le métal toucha la surface liquide, une ondulation parfaite se propagea. L'arbre parchemin frémit tout entier. Chèche. Ses feuilles de papier bruissèrent avec une intensité nouvelle. Élise posa la plume chargée de cette encre millénaire sur la page de son cahier. Elle n'écrivit pas un mot. Elle traça simplement le dessin d'une petite graine. L'encre noire sur le papier se mit à briller d'un éclat vert émeraude. Au même instant, sur la branche la plus basse de l'arbre parchemin, un nouveau bourgeon apparut, éclatant de jeunesse. Élise avait connecté son histoire à celle du jardin. Chapitre 42 Le souffle du printemps. Pslao. Au-dessus de leur tête, un mécanisme ancien se mit en marche. Crrr, clac, clac. La grande verrière de fer forgé, bloquée par la neige et le temps pendant des décennies, commença lentement à s'entr'ouvrir. De minces panneaux de verre pivotèrent sur leurs axes. Un courant d'air venu de l'extérieur s'engouffra dans l'atrium. Mais ce n'était plus le vent glacial du nord.
La neige sur les toits de Saint-Émilion avait commencé à fondre. C'était la brise tiède et parfumée du premier jour du printemps. Le vent extérieur se mêla à l'air chargé de pétrichor de la serre des mots. Il fit danser les lettres flottantes de la fleur de silence, caressa les feuilles de l'arbre parchemin, puis s'échappa par la double porte de chêne pour inonder le reste de la bibliothèque. Elia, resté près de l'entrée, ferma les yeux et écarta les bras, accueillant cette renaissance. La chaleur du printemps balayait définitivement le froid de Célestin et la glace de Massias. L'hiver était mort. La bibliothèque de l'horloge respirait à plein poumon. Élise, assise près du puits, leva le visage vers le ciel bleu qui apparaissait à travers la verrière ouverte. Un rayon de soleil pur vint réchauffer ses joues. Elle sourit, la plume à la main. Il y avait encore tant d'histoires à écrire. Chapitre 43. Le crépuscule d'émeraude leur s'écoulèrent avec la douceur d'un ruisseau tranquille. Le soleil finit par achever sa course dans le ciel de Saint-Émilion. À travers la grande verrière ouverte, le ciel passa de l'azur éclatant à un violet profond, puis au bleu nuit de l'or bleu. Dans l'atrium, la pénombre ne s'installa pas vraiment. À mesure que la lumière naturelle déclinait, une autre source de clarté prit le relais. La sève de l'arbre parchemin, cette encre dorée et végétale, commença à devenir doucement bioluminescente. Les nervures des feuilles de papier brillaient d'une lueur émeraude. Le puits d'eau noire, lui aussi, reflétait cette lumière apaisante, ressemblant à un œil de chat dans l'obscurité. Buzz, buzz. De minuscules lucioles, attirées par la magie du lieu, descendirent par la verrière entr'ouverte. Elles se mirent à danser autour des lianes et des fougères.